Et qu'est-ce que Louis-Ferdinand Céline vous apportait? Ah, vous savez, il sentait le voyage, l'évasion. Et puis, faut pas l'oublier non plus, c'est que il était très savant, non seulement sur la médecine, j'étais à ce moment-là à peu près en bonne santé, mais il était très savant sur tout. Alors, je suis curieux, moi, par nature, et sans approfondir tout ce qu'il me disait, j'essayais de comprendre. Alors, cette idée de voyage, ces réminiscences de lecture scientifique, tout ça, c'était quand même un bon copain. un copain. Un copain comme on en rencontre très peu, vous savez. À son propos, vous écrivez: le rire est une grimace qui dissimule souvent une belle pudeur, une grande émotion ou un immense regret. Comment riait-il? Comment était-il? C'était assez bref. Mais il était souriant malgré tout, n'est-ce pas? Il était souriant, mais il éclatait de rire pour des histoires plutôt sordides. Pour me choquer, très souvent, il le faisait. C'était quand, par exemple, il m'a demandé d'assister à une exécution capitale, parce que j'oubliais que parmi les décorateurs du 31, il y avait aussi mon ami Guichard, qui était le fils des fameux Guichard de la bande à Bonneau, ceux qui ont arrêté la bande à Bonneau. Vous savez, c'était pas des dégonflés, ces mecs-là. Hein. À cette époque-là, ces gars-là, ça tirait à balles, hein, les Bonneau et toute la bande. Hein. Et alors, ça travaillait déjà en auto. Hein. Alors, vous voyez d'ici que la dose de courage des Guichards. Alors, quand Louis m'a demandé d'assister à une exécution capitale, ça m'a paru assez bizarre. Et le lendemain, il est revenu au bateau, mais alors, il riait comme un gosse qui sort du Châtelet. Il se souvenait du spectacle que c'était, mais c'était en vérité pour parler à la tête, et il reprenait les expériences de Lignières. Et il avait travaillé avec Alexis Carrel en Bretagne pour remplacer un organe en bon état sur un gars qui va crever si... Enfin, tout ce qu'on fait actuellement, et c'est un petit peu la suite de leurs idées à Alexis Carrel et à Céline, au docteur Détouche. Et ils étaient déjà en avance. Alors, il avait parlé à la tête dans le panier de son. J'étais très émotif, évidemment, n'est-ce pas? Je ne dis pas que je sors encore un peu, mais enfin, j'étais très émotif. Et pour me faire digérer le spectacle, il me racontait ça en riant, en riant. Il était heureux d'avoir parlé à la tête et de m'annoncer froidement qu'elle était morte au bout de 2 minutes dans ses mains. Vous avez parlé tout à l'heure de votre bateau. Qu'est-ce que c'était que ce bateau? Et est-ce que le docteur Détouche vous accompagnait sur votre bateau? Alors ça, quand, vous savez, j'étais la 3e péniche sur la Seine à cette époque-là. Et il y en a une que j'ai oubliée, c'est celle de Archidéacon, un des promoteurs de l'aviation? Oui, oui, celui-là, oui. Il avait seulement, lui, avait un vrai bateau de micheton, alors en fer avec des vraies fenêtres, enfin c'était installé pour, quoi. Tandis que les branquignoles dans mon genre, il y avait De Geter était le premier dans Paris. Il est venu sur Mario Virgalan, il venait de Belgique avec une très jolie fille, May De Geter. Et puis mon ami Valbin, qui était architecte des Beaux-Arts, diplômé, qui a été président du Bal des 4 Arts 5 ans. Il avait le goût de la mer et de la rivière, lui aussi des évasions, quoi. Alors, il avait installé un morceau de bateau, un morceau de péniche. Et ça faisait 2 en tout. Alors je suis allé le voir un jour et lui ai fait part de mes désirs de vivre comme lui. Alors il m'a indiqué le 2e morceau de son bout de chaland, là, qui traînait son cul sous le pot de Charenton. Alors je suis allé acheter ça pour des petits sous, vous savez, c'était une vraie pourriture, quoi. Et alors j'ai aménagé ça et puis j'ai commencé à vivre sur l'eau, mon goût, quoi. Mais Céline, lui, était-il un bon marin? Avait-il le pied bas? Alors ça, attendez voir, quand on vit sur la Seine, je ne sais pas ce que ressentent maintenant ces nombreux bateaux qui ont le droit de séjour. Heureusement, du reste, parce que je trouve qu'ils enjolivent les berges de la Seine. Et puis, cette eau qui se débine toujours vers la mer, vous savez que c'est lancinant. À la fin,
On a envie d'en faire autant. Alors, j'ai vendu la péniche et j'ai fait construire un petit bateau à Camaret. C'est celui que vous Un appelez voilier. le crabier, non? Un crabier, oui, c'était sur le type d'un crabier Camaret, toi. Ces petits bateaux, ces vaillants petits bateaux qui font la pêche à l'île de Saint, ou qui ont toujours traîné leur cul dans les rochers de Ouessant, l'île de Saint, dans tous ces endroits assez dangereux, ma foi. Hein. Alors il faut des bateaux marins, là. Hein. Faut pas rigoler avec la mer, parce que c'est pas de la mer, c'est pas de la mer Méditerranée, ça. Hein. Je crache pas sur la Méditerranée parce que j'ai déjà vu assez en colère et comme elle est courte, c'est pas de la rigolade. Hein. Mais alors Mais, Céline, là, qu'est-ce qu'il donnait? Qu'est-ce qu'il faisait? Bah, sur le bateau, j'avoue que quand j'ai eu le petit crabier, les Nesglas, bah, vous savez, je n'ai jamais eu l'occasion de l'emmener avec moi. Parce que il avait le mal de mer, vous savez, des vieilles campagnes d'Afrique comme il en avait fait, ça tribule un peu le foie. Et il avait le mal de mer et je cherchais toujours un remède à ça parce qu'il avait inventé d'excellents médicaments comme la basdovine, la quidoline, les gouttes Nican, des choses qu'on vend encore du reste. Hein. Mais sur le mal de mer, il n'avait pas trouvé. Il avait mal au foie, il fallait pas. Il était parfois plein de bonne volonté, il voulait bien venir avec moi, mais ça s'arrêtait au bord du quai. Henri Mahé, en exergue de votre excellent livre, vous avez placé des vers de Baudelaire qui figuraient sous un portrait de Daumier. C'est un ironique, un moqueur, mais l'énergie avec laquelle il peint le mal et sa séquelle prouve la beauté de son cœur. C'est Céline, ça. Ah oui, c'est tout à fait Céline, ça. C'était un homme qui a... Toute son œuvre est basée sur l'immense regret que les humains soient si bêtes. Si bêtes dans leur vie contemporaine, et puis assez cons pour aller se faire tuer à la guerre, ça, on n'a jamais admis ça, ni lui ni moi. Enfin, son héroïsme de 14, ça a été une exaltation de la jeunesse, mais aussitôt repensé, on n'était pas d'accord sur la façon de vivre de l'homme. Ça va même bien plus loin que ça, vous savez. Enfin, il faut vous imaginer que Céline est un savant dans le genre des savants du Moyen-Âge, des alchimistes. Et ses connaissances en toutes choses dépassent de beaucoup l'instruction normale que l'on reçoit. Il a vécu du reste comme un savant, comme un de ces savants du Moyen-Âge qui faisaient leur tour d'Europe, lui faisait le tour du monde. Toujours en quête de savoir, de vouloir approfondir certainement des choses qu'il ne me disait pas entièrement. C'est beaucoup plus farfelu, moi, vous comprenez. Et comme les grands initiés, il ne dit que ce qu'il veut bien dire. Il ne voulait pas communiquer, même à moi, des choses trop importantes, mais que je retrouve tout doucement ses aspirations. Et le bien de l'humanité lui est particulièrement cher. Il l'exerçait dans sa médecine, mais ça ne suffisait pas. Il aurait voulu transformer l'homme, le rendre un peu moins vache. Sa vie, comment l'organisait-il? C'était un ascète. Il ne buvait pas. Il ne mangeait d'une façon très légère, en vérité. Et il dormait peu, il avait toujours ses bourdonnements d'oreilles. Il vivait comme quelqu'un qui trouve que les journées n'ont pas assez de 24 heures. Alors il avait le matin son pharmacien, son potard, là, il était marrant celui-là. Il avait son laborantin qui trempait son doigt dans le bocal d'urine. Et puis il le suçait avec une mine gourmande. Et il annonçait froidement albumine. Alors, il ne s'en tenait pas qu'à des recherches pharmaceutiques. Moi, je crois que cette chimie, ça tenait pas mal à l'alchimie. Ça nous emmènerait loin. Mais enfin, on le retrouverait encore, comme ces savants du Moyen-Âge qui sont intéressés partout. On ne peut pas dire qu'il était très intéressé par l'or, parce qu'il en a eu à sa disposition 2 fois de l'or dans sa vie. La première fois quand il s'est marié avec une putain à Londres.
Bah, évidemment que on manquait pas de pognon dans la tôle. Ils étaient copains tous les deux avec un juif qui s'appelait Léritz, qui était du reste l'inventeur du verre triplex. Alors Louis et Léritz, ils avaient toujours des idées à table pour fabriquer du pognon, hein. C'était à celui qui aurait la plus belle combine, la plus noble invention pour foutre de l'oseille sur la table. Et la môme leur disait, mais arrêtez, parlez-moi, vous me faites rigoler, et puis avec mon cul, moi en 5 minutes, je fais ça tellement mieux que vous, hein. Alors, ma foi, je me souviens avoir rencontré avec Louis. Un soir, on descendait la rue des Martyrs. On s'est tapé dans une petite bonne femme assez rondouillette. Ah, Louis, quel fait! Ah, tiens, c'est toi? Mais j'ai lu ton livre. Si tu nous avais dit que tu voulais faire ta médecine, on t'en aurait jamais empêché, on t'aurait même... Tu sais bien que chez nous, tu avais tout ce que tu voulais. C'était sa belle-sœur de Londres, qui servait de femme de chambre à l'autre, la putain, quoi. Alors il avait du pognon, voyez-vous, bien à sa disposition à cette époque, et bien 3 jours après, il a laissé tomber la nana, et puis il a foutu le camp en Afrique. Comment est-ce que Céline réagissait dans la vie? Est-ce qu'il se sentait bien dans sa peau? Ah, ça, c'est difficile de dire je me sens bien dans ma peau. Il n'en donnait pas beaucoup l'impression. Ah non, parce que il avait toujours ce désir d'évader sa peau quelque part, hein. Dès qu'il avait 4 sous, c'était pour se débiner, vous comprenez, hein. Déjà, le goût des voyages, puis s'évader de toute façon de sa peau, s'évader tout le temps de sa peau. S'évader de sa tête, c'est le fugitif, quoi, c'est l'évadé, quoi. Non, il ne se plaisait pas, il cherchait partout, on pourrait être mieux, quoi, mais être bien dans sa peau, non, c'est pas un truc pour lui, ça. Il était malade avec sa peau. Mais ces voyages, où le conduisaient-ils? Eh bien, vous savez, il a fait le Mexique, il a fait l'Afrique, il a fait l'Amérique, le Danemark. Un jour, il me dit, je fous le camp en Finlande. Moi, je veux bien la Finlande. On ne peut pas dire que ce soit un pays très chaud. Monsieur, vous savez, il n'avait pas de saison, lui. Il voyageait en toute saison. Eh bien, j'ai retrouvé par la suite qu'il allait voir les derniers grands voiliers là-bas. Il allait voir le capitaine Erickson et parler avec lui de ses voyages organisés. 4000 francs ça coûtait. Pour le tour du monde par le Horn et puis par le Bonne-Espérance, l'Australie, quoi. Mais ça durait 100 et quelques jours, chaque voyage, et ça faisait presque l'année en tout, quoi. Alors il pouvait pas se payer ça, c'était pourtant pas cher, hein. Comment Céline se comportait-il avec ses amis et avec vous particulièrement? À moi, il était très gentil, mais il avait une façon de rigoler qui des fois était un peu agaçante. Par exemple, il voulait absolument que je fasse du cinéma. Il trouvait que la peinture, les fresques, la décoration, tout ça, c'était un peu périmé, qu'il fallait faire le cinéma. C'était son rêve. Alors il me poussait pour faire copain avec son ami Abel Gans, qui est devenu du reste mon grand ami. On s'est fâché bêtement, enfin ça n'a pas d'importance tout ça. Alors, mais quand après Abel Gans m'avait admis, j'ai commencé à travailler. Il était content quand il trouvait Abel Gans, il dit alors tu le fais travailler ce petit con, mais c'est rien à foutre. Alors Gans venait me répéter ça. Ça me faisait pas tellement plaisir évidemment sur le moment, hein. Alors quand je voyais Louis, je lui volais dans les plumes, hein. Et alors il se tapait sur les cuisses, il disait mais tu sais pas te marrer. Si t'avais vu la gueule qu'il faisait, mon vieux, quand je lui annonçais que tu étais un bon à l'arbre, tu savais rien foutre, qu'il avait des emmerdements avec toi, ben je te jure qu'il faisait une drôle de gueule, ça valait bien le coup de lui annoncer la couleur, hein.